Depuis quand les détecteurs sont-ils arrivés en France ? On peut souvent dire que les premiers sont arrivés avec les soldats américains en 1944 ou encore avec les Allemands en 1940. En fait, c'est inexact et voici la réalité des faits. S'il est parfaitement vrai que le premier détecteur de métaux a été conçu par Graham Bell pour essayer de localiser la balle qui avait atteint le président des États-Unis, James Garfield, en 1882. Le petit complément d'information, il faut savoir que le président Garfield, quand il a été touché au dos lors de l'attentat, a été mis sur un lit pour effectuer la recherche des balles avec cet appareil. Malheureusement, le lit avait un matelas et des ressorts métalliques, donc ça a été très compliqué pour retrouver les balles. Il faut rappeler qu'en 1872 fut inventée la technique de détection des métaux appelée balance d'induction par l'américain Hughes. Puis, en 1874, Gustave Trouvé développe un dispositif de localisation et d'extraction d'objets métalliques tels que des balles logées dans les corps des blessés. À la lecture du bulletin officiel de la Direction des recherches scientifiques et industrielles et des inventions, nous apprenons que c'est à la suite d'accidents en Lorraine, lors d'explosions d'obus percutés par des sacs de charrues, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, M. Mirmand, voulut début 1915 qu'un appareil soit étudié afin d'effectuer des recherches dans les terrains avant qu'il soit remis en culture. Regardons ce film muet de 1920 sur la présentation du détecteur Guton à l'armée française. Nous voyons son fils au début de la vidéo mettre en fonction le détecteur. Il faut savoir qu'il inventera quelques années plus tard le radar. Le premier détecteur de métaux français pour rechercher dans le sol les engins explosifs fut conçu par Camille Guton en 1915, selon le principe de la balance d'induction. Le cahier des charges de ce détecteur est simple. Il doit être capable de localiser un obus à une quarantaine de centimètres et faire la distinction entre métaux ferreux et non ferreux. Il sera donc construit à près de 5000 exemplaires et en 1918, il sert principalement à tenter de nettoyer les divers champs de bataille. Plus tard, dans les années 20, on le retrouvera en vente pour le marché civil pour des entreprises spécialisées dans la recherche de canalisation. Le premier détecteur de métaux est donc français et non américain ou anglais comme ces derniers l'ont laissé croire. Un détecteur de métaux Guton est même utilisé par des archéologues en 1934 lors des fouilles en France. Cette information a été trouvée dans un ouvrage, La technique des fouilles archéologiques, qui est paru en 1934. En 1946, on trouve même dans le catalogue Manu France un détecteur à tête elliptique en bois. Il est destiné aux particuliers désireux de localiser dans leur jardin des restes d'engins explosifs suite à la dernière guerre. En 1958, en France, de nombreux récupérateurs de métaux sillonnent les champs de bataille à la recherche des métaux issus des deux guerres mondiales. Ils sont souvent équipés de SCR 625 américains qui pèsent 17 kg et qui étaient fabriqués au total à 100 000 exemplaires. C'est au cours d'une de ces recherches qu'est découvert un fabuleux trésor romain d'argenterie à Graincourt-les-Havrincourt dans le Pas-de-Calais. L'auteur de cet article a rencontré l'un des 3 découvreurs, Moïse Dilly, qui lui a raconté comment était mis au jour, sans doute le premier trésor découvert en France grâce à un détecteur. Moïse Dilly, alors âgé de 28 ans, ainsi que 2 camarades dont Yvan, ont pour travail la récupération des métaux. Ils parcourent les champs et les bois, souvent à la demande des propriétaires afin de nettoyer les terrains des engins dangereux. Le 20 janvier 1958, ils déjeunent à la table d'une auberge le long de la Nationale 29. Pendant le repas, l'aubergiste leur demande quel travail ils font. Ils expliquent qu'à l'aide d'un détecteur de mine, ils recherchent des métaux pour les revendre à des ferrailleurs et que les engins explosifs non explosés font l'objet d'un traitement particulier. Ils les désamorcent et les revendent au poids du métal. C'est alors que l'aubergiste, qui cultive le champ juste derrière, leur demande s'ils peuvent l'aider car il découvre souvent des obus avec sa charrue. Vestige de l'artillerie anglaise de la Première Guerre mondiale, les terrains ayant reçu des tonnes d'obus en 1917. Après le repas, ils se rendent dans le champ et mettent en fonction le lourd détecteur. Avant son utilisation, il fallait attendre quelques instants que les amplificateurs à tube électronique chauffent. Il est également alimenté par 2 grosses batteries de 103 volts chacune. Au bout de quelques minutes de recherche, la première chose qui sonne
est à leur grande surprise un grand plat en argent décoré de poissons et d'animaux en relief. Diverses autres pièces de vaisselle seront ensuite trouvées sous le plat. Au total, le trésor comporte 9 objets. 3 plats, 2 bols, 2 soucoupes, un grand vase à collerette ainsi qu'une énorme coquille de 41 cm en forme de saladier. C'est pour faire les petites salades l'été. Tous les objets sont en argent ciselé. Un détail va les surprendre quand même au dos d'un des petits bols, ils distinguent ce qu'ils prennent pour une croix gammée. C'est en réalité un Svatiska nielé. Ils vont voir ensuite un bijoutier de Cambrai pour vendre leurs trouvailles au poids de l'argent. Celui-ci est étonné de la présence de ce symbole qui lui fait penser à un trésor qui aurait été pillé par les Allemands. Suite à la dénonciation d'un témoin anonyme et d'une erreur de jugement de la gendarmerie de Marquion, le trésor sera placé sous séquestre dans l'attente qu'il soit statué sur un éventuel partage. Yvan retourne dans le champ, mais il ne se méfie pas autant que la première fois et malheureusement un obus explose. Il décède sur le coup sans connaître la suite de l'histoire de son trésor, car il était le découvreur officiel. En effet, Moïse tenait juste détecteur et malheureusement il n'est pas considéré comme l'inventeur du trésor. Après étude, le trésor sera daté du IIIe siècle après Jésus-Christ, probablement enfoui lors des invasions germaniques qui ravagèrent la Gaule. Le 11 février 1958, le trésor fait l'objet d'une demande d'instance de classement. Il sera finalement mis en vente le 10 juin 1958 pour un montant de 700 000 francs, en sachant qu'à l'époque un ouvrier gagnait mensuellement 463 francs. Le trésor sera acquis par la Société des Amis du Musée du Louvre qui en fera don au musée. Moïse restera prospecteur jusqu'à sa mort en 2015 à l'âge de 85 ans. Il s'était engagé dans la recherche des soldats portés disparus afin de leur donner une sépulture décente. Ainsi, en 2009, suite au témoignage d'un agriculteur dont le grand-père avait vu de nombreux soldats être ensevelis dans une fosse le long du chemin lors de la bataille de Bullecourt en mai 1917, Moïse retrouva la dépouille de 9 soldats britanniques. Ces derniers furent ainsi, presque un siècle plus tard, inhumés avec les honneurs militaires auprès de leurs compagnons d'armes, dans le cimetière militaire d'Écoust-Saint-Maine. Il fera don au mémorial de Bullecourt de nombreux objets militaires découverts au gré de ses promenades dans les champs. Et bien voilà, vous avez vu dans cette première partie le début du détecteur, sa création, sa réutilisation à des fins médicales ou à des fins militaires. Maintenant, nous allons voir comment il a évolué pendant la guerre froide entre autres et comment il s'est retrouvé sur le marché public pour devenir notre loisir à tous. Toujours dans les années 60, aux États-Unis, des fabricants de matériel électronique se lancent dans la conception de compteurs Geiger pour permettre au grand public de trouver des filons d'uranium. En cas de découverte, l'heureux chanceux obtient des dividendes sur l'exploitation. Des milliers d'Américains alors tentent leur chance dans la perspective de devenir riches. Comme 110 ans auparavant avec la ruée vers l'or, les fabricants rivalisent d'ingéniosité publicitaire et le marché des ventes s'envole même auprès des plus jeunes. Seulement voilà, quelques années après le début de cette prospection atomique, les recherches s'étant avérées vaines, l'État américain retire les permis de prospection. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire de ces compteurs Geiger ? Les fabricants se retrouvent avec des milliers de boîtiers et des centaines de milliers de composants en tout genre sur les bras. Qu'en faire devient un problème récurrent jusqu'au moment où un ingénieur recycle l'un de ces boîtiers pour en faire un détecteur de métaux léger et portatif. Nous sommes à la fin des années 60 et cette idée se généralise. Les anciens fabricants de compteurs Geiger se mettent presque tous à fabriquer des détecteurs de métaux. Ceci explique pourquoi tous les premiers détecteurs ont des boîtiers métalliques et ne sont pas adaptés à une utilisation intensive. Leur poignée se trouve souvent fixée dessus, avec parfois la tête de détection très proche du boîtier. De quoi avoir de bonnes douleurs au poignet au bout de quelques minutes seulement. Il fallait tourner le poignet de droite à gauche et vice-versa pour effectuer un balayage circulaire. Les fabricants inonderont le marché international de détecteurs dès la fin des années 60 jusqu'au début des années 80. Ces années-là sont l'âge d'or des ventes, notamment en Angleterre et en France. Des publicités fleurissent ainsi dans les revues archéologiques, dans Archéologia par exemple. Il est fréquent d'en voir dans les revues grand public ainsi que dans les reportages télévisés. Les publicités de cette époque vendent la chasse au trésor. L'espoir du gain, l'aventure, pour sortir du train-train quotidien, en prenant un bon bol d'air en famille tout en détectant. Ce qui a donné l'impression à nos détracteurs que nous étions forcément tous intéressés par l'appât du gain, la réalité du terrain étant bien différente. Depuis, la détection et les détecteurs ont évolué au gré des avancées technologiques. Et bien voilà les amis, cette petite vidéo se termine sur les détecteurs de métaux. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris certaines choses, mais en tout cas c'était le cas.
Je remercie également Pierre Angeli qui m'a donné l'autorisation d'utiliser son article qui est apparu dans le magazine Détection Passion. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.